Bien, on va pouvoir débuter. Merci à tout le monde d'être là pour la première conférence professionnelle de l'année. J'en profite pour remercier déjà François et Pierre d'être venus ce matin et si tôt dans l'année. Vous le verrez tout à l'heure, vous comprendrez, ils ont un emploi du temps très chargé. C'était quasiment le seul jour d'ici à fin décembre où c'était possible d'organiser la conférence. Donc en conséquence, effectivement, on a mis ça à l'emploi du temps un petit peu tardivement. Et de fait, c'est moi qui vais animer aujourd'hui. Puis pour les prochaines, ce sera probablement certains d'entre vous. Un petit rappel sur les conférences professionnelles. C'est l'occasion pour vous de sortir un petit peu des salles de cours. Et puis souvent vous allez le voir quand même, ça illustre par des professionnels des éléments que vous pouvez voir dans le cadre de vos enseignements. Il y a déjà des conférences qui sont portées au programme. On devrait recevoir prochainement les fondateurs de la marque 415, marque lifestyle, t-shirt très réputée localement et de plus en plus internationalement. On va recevoir également Paul Langeois sur l'organisation du festival Beauregard et une conférence un peu plus décalée avec un sportif puisqu'on devra avoir le cycliste Guillaume Martin. Dernier remerciement, Julien Legal qui est toujours là pour la captation, l'enregistrement, prêter la salle. Si vous avez la possibilité après de revoir les vidéos en ligne, c'est souvent grâce à Julien. La conférence du jour, en fin de compte, elle est donc intitulée Fan Expérience, faire vivre un match, le rôle du speaker. S'il faut introduire un petit peu la conférence, un fait d'actualité, on a vu la semaine dernière l'importance du speaker. Autant quand ça se passe bien, on s'en rend pas compte. Alors, c'est normal que le speaker fasse bien son taf et dès qu'il y a un couac, effectivement, ça vient en tweet, etc. Et ce qui me semble singulier dans cette histoire, c'est que notamment tout le monde tombe sur Max, l'animateur de l'équipe de France de foot. Voilà, il a confondu Arménie, Albanie, etc. Alors que quelques années auparavant, il a été encensé. Et pour beaucoup, ça a été l'élément majeur de la maîtrise du calme lors de la tentative d'attentat au Stade de France, où il est parvenu à canaliser par sa voix 80 000 spectateurs en panique. Voilà, c'est le même. Ça, on en a un petit peu parlé, mais beaucoup moins que le fait d'avoir confondu Albanie et Arménie. Simplement pour vous dire que on va parler du rôle de l'animation vocale dans le cadre du match et que vous trouverez énormément d'articles académiques qui, lorsqu'ils essaient d'exposer quelles sont les variables de l'émotion des fans dans le stade, mettent en avant le rôle des annonceurs. Donc on va dire voilà, ce qui est important c'est la musique d'avant-match, la musique d'après-match, l'animation sur les écrans géants, dans la culture basket, la danse, dans la culture football américain, les cheerleaders, etc. Donc tout ça c'est important et à l'évidence il y a un savoir-faire, par exemple la dernière citation où il dit qu'ils expliquent que parfois l'enthousiasme parfois un petit peu forcé de l'animateur peut être mal vécu par une partie des fans, surtout lorsque l'équipe perd. Donc là c'est des questions qu'on soumettra à nos intervenants, la difficulté d'animer, donc de mettre de l'émotion lorsqu'au finalement on se mange un 3-0 contre le Havre par exemple, ou que le CBC est relégué. C'est un élément capital de la fan expérience. Alors je pense que le plus simple, voilà, c'est je vous mets d'emblée celui qui est réputé être, en tout cas dans le domaine du foot, le meilleur, l'annonceur de Naples. Gonzalo!
Alors, c'est lui qui a lancé la technique de citer les noms de joueurs autant de fois que le numéro qu'il porte. Ça sera l'occasion aussi de discuter un petit peu sur vos affluences ou la façon dont vous benchmarkez pour vous inspirer des bonnes pratiques par ailleurs. Si on revient un petit peu à l'importance de votre travail, de plus en plus c'est valorisé par les ligues. Donc, alors c'est assez peu connu, mais en tout cas la Ligue de foot remet depuis 2007 de mémoire le titre de meilleur speaker. Alors régulièrement c'est Pascal Pédron de Guingamp qui est élu meilleur speaker. Cela dit, sur des critères qui restent à discuter, parce que lorsqu'on va voir un petit peu le règlement de la LFP, finalement c'est le responsable de la Ligue sur place qui supervise les matchs, qui dit un petit peu si le speaker il a été bon, et c'est pas un classement qui est établi par les supporters. Et enfin, pour introduire ce propos, c'est un secteur qui se structure, et je crois, François, que tu es impliqué notamment dans cette association. Voilà, et ce sera aussi comment dire, l'occasion d'essayer de voir finalement c'est quoi votre métier, parce qu'on a intitulé la conférence à speaker. Est-ce que vous êtes speaker, maître de cérémonie, animateur, ou un petit peu tout cela à la fois. Alors, l'idée, c'est d'aborder 3 grands temps. On va revenir un petit peu sur votre parcours, parce que j'imagine que quand on est enfant, qu'on a 5 ans, on se dit pas tiens, je veux parler dans un stade. Comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on se parfait? Les ficelles du métier, ce qui va nous occuper le plus. Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous préparez tout ça? Et puis effectivement les perspectives, parce qu'on va le voir. Vous êtes invité ici parce que vous êtes des locaux, mais vous avez eu des expériences importantes au niveau national. Avant de vous présenter un petit peu plus formellement, alors je vais passer ça, je vais arrêter. Tac. Ouais. Bah, Pierre, ça c'est toi. Hop. Alors toi j'ai trouvé, ouais j'ai trouvé, je suis allé chercher sur, je suis allé chercher ça et on t'entend. Et celui-là il est un petit peu. Ça n'a pas été simple parce qu'en général tu prends la parole quand il y a un but, et donc cette année je crois qu'on en a marqué que 16 à domicile, donc voilà, et je le dis, et tu sais que je suis tu sais en plus que je suis supporter du club. Alors on va débuter par votre parcours, peut-être avec toi Pierre. Parce que c'est une journée basket, hein, on dispute un quart de finale de championnat du monde tout à l'heure à 13h. Toi, tu as débuté ta carrière localement à Douvres, me semble-t-il. Donc, comment est-ce qu'on se dit, tiens, à un moment, voilà, je vais commenter un match? On te l'a demandé, j'imagine, ou Bah oui, effectivement, on me l'a demandé. Je m'étais, je pense, amusé à prendre le micro une fois à un tournoi pour déconner. Sauf qu'apparemment, j'avais la voix qui allait avec le métier. J'ai commencé avant de commencer à Douvres, j'ai commencé au Quartier Ouest, le tournoi de street basket qui a lieu à Hérouville. Ils cherchaient un speaker et je sais pas pourquoi ils ont pensé à moi. Ça s'est fait comme ça. Ensuite, j'ai fait le tournoi de mon club à la Folie Couvre-Chef, le Camp Nord. Et c'est là que Douvres est arrivé. Qui a dit nous, notre équipe N3, donc féminine, ça représente la 5e division. On aimerait bien avoir un nouvel élan et tout ça. On aimerait bien avoir un speaker, un métier que j'avais jamais exercé. Donc j'ai commencé là-dedans, ça se passait plutôt bien. Et
à peine 2 mois plus tard, il y a un des grands speakers français, Alain Deseine, qui disait que sur Rouen, il cherchait quelqu'un pour le remplacer sur de la Pro B, donc de la 2e division masculine. Et il y a des amis communs, arbitres, qui ont fait nous, on en a un en Normandie qui commence un peu à percer. Et ça a démarré de là, quoi. Je me suis retrouvé à faire de la 5e division à la 2e division. Et ça a commencé comme ça, et petit à petit, Mondeville m'a contacté, le CBC a commencé à s'intéresser. On est en quelle année quand tu débutes ? En 2013. En fait, c'est récent, c'est très récent. D'accord. Alors, pour ta part, toi, François, toi, t'es dans le foot. T'as pas commencé à quand ta carrière de Non, je n'ai pas commencé dans le milieu du football, mais plutôt dans le milieu du basket, comme Pierre. En fait, moi, je suis originaire du nord de la France et j'étais étudiant et le club de Denain, près de Valenciennes, cherchait un speaker. J'ai vu ça, l'annonce à la BU. Et donc j'ai postulé, ça me faisait marrer. J'étais animateur à ce temps-là et j'adorais parler au micro. Et donc j'ai commencé comme cela. Et en fait, j'ai découvert le milieu du basket, même si j'étais un grand fan de sport depuis longtemps, mais j'ai découvert le milieu du basket, le milieu de l'animation sportive. Et par Denain. Et puis ensuite, je suis parti. J'ai arrêté cela et puis pareil, un autre club de basket, celui d'Aulnoy-Emery, club féminin, qui là recherchait un speaker et il y avait un match amical, on m'a proposé de le faire, je l'ai fait bénévolement et puis le président est arrivé à la fin en me proposant de faire la saison. Donc j'ai fait 2 ou 3 saisons avec Aulnoy et puis pendant ce temps-là, je suis parti à Caen travailler pour France Bleu Normandie. Je suis arrivé il y a 6 ans. Et puis là, moi, je suis un grand fan de football, le basket, j'adore, mais je me lève pas à 4h du matin pour regarder un match. Ce que tu dis. Non, je blague, mais moi, je suis un grand fan de football, donc évidemment, mon grand rêve, en fin de compte, c'était d'atteindre la Ligue 1 ou plutôt le milieu du foot. Et du coup, je suis arrivé à Caen et un peu au culot, quand j'ai envoyé un premier courrier la première saison, quand je suis arrivé, proposant mes services. Et puis ils m'ont pas répondu, puis la seconde j'ai réessayé et là ils ont voulu me recevoir, ils ont accepté de m'écouter, etc. Et puis ils recherchaient en même temps un nouveau speaker, donc du coup alors la coïncidence ça fait quoi. Justement l'occasion d'aborder cette thématique pour tous les deux. C'était pas ton activité principale auparavant, tu as une formation de journaliste, donc tu es déjà sur... pas de journaliste, mais d'animateur radio. Ouais. D'animateur radio, c'est comme ça que tu as basculé, finalement sur un univers un petit peu similaire. C'est-à-dire que moi je parlais au micro depuis 16-17 ans parce que je faisais de l'animation comme pas mal de jeunes en club ou autre chose, donc du coup j'adore parler au micro et après donc j'ai quitté mon master d'histoire, je suis parti en club, j'ai fait une formation d'animateur radio à Paris parce que je voulais travailler dans les médias et donc voilà, c'est vraiment parler aux gens, parler à un public, c'est quelque chose que j'aime depuis très longtemps et le sport en plus, donc allier les deux, animation plus sport, c'est parfait. Alors d'ailleurs, je te regarde parler, mais on voit le professionnel que tu es, dans la posture, tu poses le micro sur le menton. Tu évoquais tout à l'heure, tu es reçu par le Stade Malherbe, il y a un test. Bizarrement, il n'y a pas eu de test, c'est ce qui même moi m'a surpris parce que j'étais reçu au mois de mai-juin, on a discuté, on s'est revus, je crois qu'ils avaient plusieurs profils, ce qui me semble, ils pensaient à un profil féminin également. Et pendant mes vacances du mois d'août, j'étais en Irlande et j'apprends que on marche ensemble, t'es le speaker pour la saison suivante, donc 2 semaines plus tard tu commences. Et en fait j'ai pas fait de test dans le stade, ce qui est surprenant, j'avais presque envie de leur dire mais vous voulez pas qu'on fasse un test, voir ce que ça donne dans le stade, juste ma voix, parce que c'est important, la voix à la radio et la voix dans un stade est différente. Et donc pas de test, le test s'est fait en avant-match, avant le Caen Toulouse de ma première saison et le premier match. Il y avait Xavier Revelen dans les tribunes, ils étaient tous là, ils me regardaient, je faisais mon test, ma répétition. Et Xavier Revelen fait bon ok ça marche et puis voilà ça fait comme ça. Aussi simple que ça. Alors toi pour le coup Pierre on aura l'occasion de revenir un petit peu sur la façon dont tu animes etc. Mais l'actualité on en a parlé dans les médias locaux etc. Alors, tu deviens une star régionale, t'as été embauché par l'Asvel, le coup de fil de Tony Parker et je crois que le jour quand même où tu vas être un petit peu testé sur le match, tu es un petit peu en panique parce que tu manques de rater le match en fait. Oui, c'est totalement ça. Donc effectivement, il y a l'appel de Tony Parker de à peu près 1 mois, 2 mois avant, où déjà ça met bien dans l'ambiance quoi. Quand on voit le numéro qu'on n'est pas loin de raccrocher parce que le numéro est bizarre, c'est de la pub ça. Et après tu vois l'indicatif Texas États-Unis.
Et parce que je savais qu'il avait mon numéro, et puis j'entends la voix, salut, c'est Tony Parker, je te dérange pas? Ah bah non, non. Techniquement non, tu me déranges pas, hein. Pourrait y avoir un gars pas bien à côté de moi, il se démerderait. mais donc oui, bah arrive un jour de test, parce que bon, même si Parker était chaud, Parker et Batum, vu qu'il gère aussi avec, faut quand même que je convainque les dirigeants français. Donc je fais en sorte d'arriver à midi à Lyon. Et vive la SNCF, j'arrive à 16h30. Et du coup, en ayant couru comme pas possible, en ayant envisagé le taxi à 400 €, donc effectivement, j'arrive à Lasvel, dans un état de stress pas possible, avec un public que je connais pas, des joueurs que je connais pas, une salle que je connais pas, une installation que je connais pas. Donc je me dis, mais c'est pas possible, je vais me foirer. Et non, voilà, ça s'est plutôt bien, voire très très bien passé, tellement qu'à la fin, les dirigeants m'ont vu, on peut rien te confirmer, mais ils me regardent en disant c'est bon, c'est bon. Et je reçois même des messages de Parker qui regardait le match aux États-Unis en disant j'ai vu, ça s'est très bien passé, on discute demain et on règle ça vite fait, mais on veut que ce soit toi, quoi. Donc, Et tu commençais déjà à avoir une certaine réputation auprès des joueuses et des joueurs, finalement, donc j'imagine que le système de bouche à oreille a été assez important. Bah déjà oui, je commençais déjà à me faire connaître, notamment dans le basket féminin grâce à Mondeville, et puis c'était la première saison où je speakais à Bourges, qui est déjà le plus grand club féminin et peut-être l'un, si ce n'est le plus grand club confondu. Et donc oui, je commençais à me faire connaître, à avoir mes contacts avec la Fédération française de basketball. J'avais aussi, je m'étais aussi fait connaître pour avoir animé pour Nike, pour avoir présenté Kobe Bryant, un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire, facile. Donc oui, je commençais vraiment à avoir une renommée dans le basket et à me faire connaître, et donc le bouche à oreille a joué. Et puis là, ce qui a joué, c'est que Tony Parker est venu se perdre à Pont-l'Évêque pour un match amical Mondeville face à Lyon-Asvel, et donc il était là, et c'est là qu'il m'a remarqué, quoi. Et alors, justement, c'est peut-être l'occasion maintenant de venir un petit peu sur la façon dont tu conçois ta fonction au sein du spectacle sportif. Déjà, toi, tu te définis comme speaker, MC, animateur, parce qu'à la différence de Pierre, tu n'interviens pas pendant le match, tandis que, enfin, François, tu n'interviens pas pendant le match, tandis que toi, Pierre, tu fais du play-by-play quasiment. Donc, comment tu expliquerais ton métier pour ceux qui t'ont jamais vu, qui sont jamais allés voir un match de basket? Alors effectivement, la fonction première du speaker, ça va être déjà d'annoncer les faits de jeu, 2 points d'un tel, faute d'un tel, les remplacements, c'est la fonction première. Après, la fonction, on va dire plus secondaire, même si je considère moi que c'est la fonction personnellement première, c'est effectivement de créer une communion avec le public. Le but du jeu, c'est que les joueurs se sentent soutenus et tout ça. Faut emmener le public avec soi, faut faire en sorte que le public soit motivé et motivant. Et après, moi, j'ai aussi envie que les joueurs, j'ai envie qu'ils se sentent comme sur un parquet NBA et tout ça. Alors je sais que souvent on dit les US, le sport américain, ça en fait trop et tout ça, mais c'est ce qui marche. C'est ce qui marche. Et moi, voilà, je sais qu'il y a des joueurs qui viennent me voir en me disant mais c'est génial, on se croirait au Madison Square Garden, c'est super. Il y a même parfois quand je mets des petits jingles, je vois les arbitres se marrer et ça c'est très, ça c'est très très bien alors qu'ils sont censés rester sérieux. Mais donc oui, je dirais que voilà, mon rôle c'est le rôle protocolaire, annoncer tous les faits de jeu, mais voilà, c'est vraiment créer une communion entre le public et les joueurs, que le public soit le plus motivant possible pour les joueurs. Après, je pense que pour moi, c'est comme ça que je définirais le rôle du speaker. Donc d'un côté, tout ce qui va relever plutôt l'information, de l'autre côté, plutôt l'émotion. Voilà, l'émotion, s'éclater, passer un bon moment aussi, que même les personnes qui ont rien à voir avec le basket, ou même qui n'aiment pas forcément le basket, ce qui est un tort au passage, mais qui n'aiment pas forcément le basket, passent un bon moment, on se passe une bonne soirée, se disent on s'amuse, on reviendra, quoi. Alors toi, pour le coup, François, tes moments de prise de parole sont très cadrés, enfin sont déterminés par la structure de match. Avant match, avec peut-être un moment important, l'annonce de la compo. À la mi-temps, t'es animateur, t'as un petit jeu à faire. Et sur l'après-match, le au revoir, etc. C'est comme ça que tu vois ? En fait, 90% de mon travail, c'est vrai que c'est différent qu'avec le basket. Du basket parce que nous, on intervient très peu dans le match, juste pour des changements et des buts ou des annonces publiques. Mais
Donc nous, 90% de notre travail, c'est vraiment l'avant-match. Si le match est à 20h, on prend la parole à 19h. Et là, c'est vraiment l'idée, c'est d'emmener le public jusqu'au coup d'envoi. Donc il y a cet aspect accueil, c'est-à-dire d'offrir le meilleur accueil au public, c'est-à-dire ne pas qu'il s'embête durant l'avant-match, en plus de l'échauffement auquel il peut assister. En fait, c'est de s'amuser. Après, on est là pour ce qui est de Caen, on est dans un stade familial. Le public est assez familial. Donc l'idée, c'est d'amuser tout le monde, qu'on soit plus petit ou plus grand. Donc il y a ce côté accueil et amusement, et puis il y a cette fameuse courbe d'animation à respecter pour que au moment des compos ça commence à chauffer, et puis au moment de la sortie des joueurs, là tout explose, les gens applaudissent, le décompte, bim, 0, les caméras, les images, les tifos, que tout soit bien, comme en fait le début d'un spectacle, comme un rideau s'ouvre dans une salle de théâtre, et le spectacle commence, quoi. Alors justement sur cette partie de l'avant-match qui est déterminante, tu fais bien signaler qu'effectivement qu'il faut veiller à la courbe, montée de l'émotion, etc. Quelle marge de manœuvre tu as pour concevoir ta propre animation? Je pense à un truc tout bête, la musique d'entrée des joueurs, la musique qu'il y a derrière l'annonce des joueurs, ça c'est toi qui choisis? C'est plus le club, tu as des contraintes, etc. Tu as des choses qui t'ont été refusées? En fait, au fil des années, une confiance s'est installée dans l'équipe. J'étais un peu frustré lors de ma première saison parce que moi je suis arrivé comme animateur. Je me revendique animateur de stade et non pas un simple speaker ou voix d'un stade. Tout simplement parce que tout ce qui se passe dans un stade est pareil pour toi dans une salle. Tout ce qui est dit, tout ce qui est diffusé, c'est nous-mêmes le premier responsable. C'est-à-dire que s'il y a une musique qui passe pas, c'est pareil pour le premier responsable. On a pointé Max pour l'hymne. Alors on s'est dit en fait non, c'est le mec en régie. Mais voilà, donc c'est... Et du coup, la première année, j'étais frustré parce que j'étais la simple voix, on me donnait absolument aucune liberté. Puis après, la confiance s'est installée. Et puis, en fin de compte, aujourd'hui, on travaille vraiment conjointement avec mon équipe à Malherbe pour la création de tout cela. Et pour les choix de musique, moi tous les ans, on essaie de renouveler, j'envoie des idées, etc., etc. Alors la musique d'entrée des joueurs, c'est pas moi. Moi, j'ai choisi la musique d'entrée des joueurs pour leur réchauffement. J'en ai choisi d'autres pour la composition, etc. Et puis, bref, c'est des réunions et c'est des choix collectifs. Mais en effet, oui, aujourd'hui, je peux assumer quasiment la totalité de l'avant-match, au moins parce que oui, pour chaque décision, j'ai pris part au choix de telle ou telle chose. Alors justement, quand on te voit travailler, quand on voit des photos sur ton lieu de travail au match, t'as l'oreillette qui te relie à la régie, j'imagine, t'as beaucoup d'informations. C'est ça, t'as évoqué tout à l'heure les prises de parole publiques, genre t'as des annonces à faire, alors j'imagine on va plus dire comme dans les années 70 que la voiture immatriculée machin gêne. C'est quel type de truc que t'as à dire dans ces cas-là? Donc oui, en avant-match, donc il y a toute l'animation. Là vous le voyez maintenant, on a des écrans dans les stades, donc du coup ça nous invite d'avoir maintenant les fameuses annonces publicitaires comme pouvait l'avoir un speaker dans les années 80. Donc on se décharge sur l'écran. Donc voilà toutes les animations, et puis après pour ce qui est des annonces publiques, en avant-match ça reste quand même de l'animation, et puis si jamais il doit y avoir une annonce publique pendant le match par exemple, c'est parce que le délégué nous le demande, s'il y a des propos homophobes par exemple, comme il y a pu y avoir ces dernières semaines, ou des choses comme ça, ou un incident dans le stade ou quoi que ce soit, là c'est bien plus carré. Ouais. Alors Pierre, toi ta fonction elle est un petit peu différente, parce que autant on comprend que François a des collaborateurs, il est lié à la régie, il y a la structure du match, etc. Mais toi, quand on te regarde bosser, t'es un homme orchestre, t'es animateur, speaker, t'as ta propre régie. Comment est-ce que, on imagine un énorme travail en amont, ne serait-ce que sur la préparation de tous tes sons. En gros, comment est-ce que tu fais pour préparer un match, et est-ce que tu peux décrire avec tes mains, manuellement, et même avec ton corps, parce que tu investis le terrain, toi, carrément. Bah oui, comme tu dis, en plus, je suis surnommé le speaker fou, c'est pas pour rien. Donc, mais oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est très différent. Moi, par exemple, j'ai pas la personne dans l'oreillette comme peut avoir François. Je l'ai eu une fois en finale de Coupe de France et ça fait très bizarre. Tu te fais engueuler et tout ça pendant que tu speaks, ça fait bizarre. Mais oui, moi, comment je vais... Alors, j'ai pas la bière à la main quand je speak, ça peut m'arriver. Mais oui, alors moi, je vais avoir d'un côté mon ordinateur, d'un côté la platine, le micro au milieu, le cahier ou la tablette pour avoir le nom des joueurs, et la plupart du temps je vais être effectivement derrière mon pupitre à mixer, à passer les musiques, à appuyer sur un truc pour envoyer un son. Voilà, faut vraiment
j'ai plein de matériel de façon à ce que il y ait pas de temps mort. En gros, s'il y a un panier marqué, faut que je trouve le son direct, quoi. S'il y a un 3 points, faut que je mette le son du 3 points directement. Et après, oui, pendant les temps morts, parfois, oui, je vais me lever, je vais aller au milieu du terrain et faire le guignol, hein, on peut dire, hein, totalement, que ce soit danser la kalinka ou le sirtaki, voilà. Quitte un jour où je me blesse, ce serait très marrant. Enfin, pas pour moi, mais ce serait quand même très marrant. Mais oui, voilà, moi j'ai beaucoup moins d'assistance derrière. Il y a des speakers qui ont leur DJ, Moi, je sais que je fais les deux, ce qui arrange beaucoup de clubs, comme ça, ils n'ont pas payé 2 personnes. Voilà. Mais je sais, voilà, moi, je vais gérer les sons et et la voix et les annonces, etc. Effectivement, j'ai plus de liberté dans le jeu, puisque je crois que toi, François, quand le jeu est actif, toi, tu ne peux pas parler. Moi, je peux mettre un peu de musique, mais effectivement, voilà, moi, j'ai moins de personnes derrière moi. On va me donner les annonces à lire et tout ça, mais j'ai moins les personnes derrière moi. Ouais, et c'est intéressant parce que c'est vraiment 2 travails différents, parce que j'ai de l'expérience. La dernière expérience, c'était quand Le Havre, ma pire expérience en tant que speaker à Dornano. Alors personne ne l'a vu sûrement en avant-match, mais en fait j'ai perdu la liaison avec la régie. Donc je pouvais leur parler, eux ne pouvaient pas me parler, les oreillettes, la fréquence n'était pas la bonne ou je ne sais quoi. Donc problème technique dégueulasse. Donc j'étais comme à l'aveugle au bord du terrain, impossible de travailler parce que ma caméraman donc était injoignable. On était à l'autre bout du terrain, donc pas de face caméra. On a pris du retard. Ils pouvaient me dire des choses, mais moi je pouvais rien leur dire, etc. Donc c'était le pire avant-match que j'ai pu faire, ce qui est tellement dommage parce que c'était le match de l'année, quand Le Havre. Et du coup, en fait, beaucoup de choses qui étaient prévues en avant-match n'ont pas pu être faites. Ce match-là, quoi. Donc ouais, c'est vrai que contrairement à toi où tu as toute une liberté, ou plutôt tu es indépendant, nous c'est impossible parce que c'est un vrai travail d'équipe, parce que aussi il y a aussi cet aspect de distance avec le public. Le stade Dornano, un terrain de foot, c'est bien plus grand qu'un stade de basket, un terrain de basket, donc du coup il y a ce rapport visuel qu'on doit avoir avec le public. Si moi je suis dans une cabine à leur parler, ça aura moins d'impact. Moi je suis persuadé de cet aspect visuel, et d'ailleurs on en est persuadé parce qu'on utilise maintenant la caméra et on fait des facecam. Donc du coup je dois d'être au milieu du terrain pour leur parler et être visible aussi, en plus d'être entendu. Donc du coup voilà, on travaille en équipe parce que je peux pas non plus avoir mon ordinateur à portée de main et envoyer les sons. Mais voilà, l'aspect est vraiment différent, quoi. Justement, on va rebondir parce que tu viens d'évoquer le public, et puis on l'a dit tout à l'heure avec Pierre, finalement votre travail consiste à ressentir l'ambiance dans le public pour essayer d'appuyer, de mettre de l'emphase, etc. Peut-être commencer avec toi, Pierre, parce que la singularité, c'est que tu as fait du CBC basket masculin, tu as fait de l'USO Mondeville basket féminin, tu pars sur le t'es passé par Bourges, le top club, t'avais suivi Marine et Kibi là-bas. D'ailleurs, est-ce que ça s'est fait comme ça, par réputation? C'est elles qui t'ont conseillé là-bas? Alors non, en fait, je pense que peut-être qu'elles ont eu leur mot à dire, mais c'est surtout Gaël Bro, ancien community manager du CBC et ancien étudiant de votre master, et ancien étudiant qui du coup est devenu le community manager de Bourges et qui fait un taf incroyable. Et c'est lui qui m'a conseillé, en sachant que le public de Bourges et certains dirigeants de Bourges étaient déjà allés à Mondeville et qui m'avaient vu à l'œuvre à Mondeville. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais effectivement, encore une fois, passer du jour au lendemain de Mondeville, qui est une très bonne équipe, mais qui a été quand même milieu bas de tableau, à Bourges, qui a 10 titres qui a 5 ou 6 titres de champion d'Europe et je sais pas combien de titres de champion de France, c'était incroyable, quoi. Et donc en fait, ma question c'était de savoir si tu ressens des différences dans les publics, finalement, en fonction des salles, ou finalement est-ce qu'il y a une grande homogénéité des publics de basket, ou c'est à toi de t'adapter, et si tu perçois des différences, comment est-ce que tu les caractérises? Clairement, oui, il faut s'adapter. Par exemple, peut y avoir le public de spécialistes, ceux qui connaissent le basket, et c'est pas forcément le meilleur public, parce que le public de spécialistes, il va regarder le match. Il va pas se lever, il va pas applaudir. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de voir ce qui se passe sur le terrain. À Bourges, par exemple, c'est un très bon public qui se chauffe quand ça joue bien, mais si ça joue mal, ils vont le savoir. Et du coup, ça va être beaucoup plus dur de les chauffer. En Normandie, alors que ce soit à Rouen ou même à Caen ou à Mondeville, c'est un public qui
va être à fond si le score est serré. Mais c'est-à-dire que si on est mené de 10 ou 15 points, ça va être très dur de le chauffer, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si on mène de 20 points, on va plus forcément l'entendre. Donc moi je préfère qu'on gagne de 3 points, comme ça au moins le public à fond, même si pour le palpitant c'est un peu mais voilà, je trouve que le public normand, en tout cas dans le basket, est un peu comme ça. Si le match est serré, si on sent que c'est tendu, ça peut devenir un des meilleurs publics de France. Clairement, ça peut devenir un public. Mais par contre, si l'écart est, non, si l'intérêt du match est moindre, peut-être parce que aussi le public normand est, je pense qu'en Normandie et notamment dans le Calvados, on est quand même une terre de sport. Et justement, c'est un public qui connaît le sport. Et effectivement, si on mène de beaucoup et qui sait que le match est gagné, ou si on perd de pas mal et que l'équipe joue mal, eh ben, il va avoir du mal à se motiver. Moi, je trouve ça en tout cas dans le basket. Alors toi François, c'est un petit peu différent parce que alors bien entendu, il y a des supporters dans le basket, mais il y a un groupe de supporters au club, et puis finalement tu pourrais être envisagé par le MNK 96 comme un concurrent, parce que toi ton rôle c'est d'animer le stade, et eux leur rôle c'est d'animer le stade, et donc à un moment il faut trouver un terrain d'entente. Est-ce que ça justement à ton arrivée ça a été une question importante, et comment est-ce que tu fais pour déminer cela s'il y a lieu de déminer, ou d'essayer de voir quelles sont les fonctions de chacun? Ouais, c'est vrai qu'avec le MNK, quand je suis arrivé, dans une phase un peu houleuse où l'ancien speaker était, je crois, très proche de certains du MNK, et en plus il a été, on va le dire, viré de façon malpropre. Du coup, c'était un peu dur pour tous les deux. Mais je suis allé les voir le MNK, et puis en fait, je leur dis encore aujourd'hui, on se comprend, c'est-à-dire qu'on est complémentaires. Eux, ils veulent faire lever 20 000 spectateurs, moi c'est la même chose. Et je suis persuadé que si ça appuie sur moi, notamment en avant-match, on peut le faire, on peut réussir à le faire. Et on a essayé des choses depuis plusieurs années. Je leur ai dit qu'est-ce qu'on peut faire, les chants qu'on peut envoyer, les réponses que le public peut donner, etc. Et donc on a mis des paroles sur les écrans. On a essayé différentes choses qui ont plutôt marché ou pas marché. Mais on a eu le mérite d'essayer. Mais donc moi je suis plutôt dans la complémentarité, je suis pas du tout dans la... Et au contraire, en fait, c'est ce que je leur ai dit les premières fois où je les ai rencontrés, notamment à Olaf, le président du MNK, c'est moi je veux les mettre en avant. C'est-à-dire que si jamais ils pouvaient animer le public sans moi là, mais c'est très bien. Si je n'avais pas à dire stade, dites Malherbe, si eux le font, c'est parfait, c'est génial, et je vous laisse la parole. Et plusieurs fois on a essayé de faire ça, je fais ok, attention, c'est maintenant, on suit le MNK, tout le monde debout, etc. Le MNK c'est à vous, je leur laisse la parole, et en plus je leur donne la parole dans tout le stade, que parfois certains n'ont pas ce réflexe de se tourner vers le MNK, de les écouter, etc. Alors que là, moi-même avec le micro, je leur dis stop, maintenant on arrête, on se tourne vers la Borély, on écoute le MNK. Donc c'est vraiment cette complémentarité que je veux trouver, et plus les mettre en avant eux que moi en fin de compte. Donc on discute librement depuis une petite demi-heure. Est-ce qu'à ce stade de la conférence, il y a des questions qui émergent, des remarques? Est-ce que c'est assez complet? Ça a l'air d'aller. Donc quand il n'y a pas de questions en général, c'est que ça va. Ouais. Ah, il y a une question aussi. Allons-y. Ouais, j'ai deux gimmicks. J'en ai un. Non, j'en ai un. J'en ai un, c'est Stade Malherbe. C'est bête, on me charrie souvent avec ça, mais moi je leur dis, mais écoutez, moi ça marche les amis là, c'est génial. Stade Malherbe, il y a 20 000 personnes qui répondent Malherbe, c'est chouette. Oui, j'ai cherché des gimmicks. Ce gimmick là, il est personnel, je l'ai fait avec le reste du public. Le MNK, est-ce que le MNK le fait à 100%, je sais pas, mais en tout cas le reste du public, ça marche. Et donc ouais, on essaie de trouver des trucs comme je vous le disais avant, des chants qu'on pouvait mettre en avant-match. Pour l'histoire du gimmick, en fait, le public normand, tu le disais, c'est un public populaire. En fait, on a un mix entre un public exigeant et un public populaire. Le public du Stade Malherbe, à 3-0 face au Havre, peut se lever à la 89e minute et partir reprendre sa voiture parce qu'il en a marre, c'est mauvais, ou se mettre à siffler à la mi-temps. Il est exigeant, mais il est aussi populaire parce que c'est un public familial. C'est des gens qui payent leur abonnement 100 balles à l'année, etc. Ils se donnent, ils ont pas un boulot payant, etc. Mais ils sont là. Enfin, il y a un mixage de la population normande dans ce stade qui est assez incroyable et intergénérationnel. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je peux m'amuser à chanter et à jouer avec le public, mais
je peux pas aller non plus comme peut le faire un speaker du Racing Club de Lens ou le speaker de Saint-Etienne, parce que là le public est non pas plus populaire mais plus fervent. C'est de vrais supporters là il y a presque 20 000 supporters dans le stade, ce qui n'est pas vraiment le cas au stade d'Ornano où là on a un public de spectateurs et un public de supporters. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question ou je me suis... D'autres questions pour l'instant ? Non, donc on va pouvoir poursuivre. Je vois que tu as le micro, François, donc on va poursuivre. On a parlé finalement de vos fonctions localement. Donc toi, du coup, François, première expérience à l'international de 2016, tu fais l'Euro au stade Vélodrome. Comment ça s'est passé t'as pas envoyé ton CV ou peut-être finalement. Bah oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a reçu à l'automne, là c'était ma première saison je crois, tous les speakers de Ligue 1 et Ligue 2 avaient l'opportunité de postuler pour être speaker à l'Euro. Donc j'ai tenté ma chance, donc c'était une grosse candidature, CV, lettre de motivation, vidéo, des prestations en français, en anglais, tout ça. Donc on voit ça, puis après j'ai passé un entretien avant Noël par Skype avec des gens de l'UEFA. Et puis après j'ai appris que j'étais retenu, et puis en plus j'ai appris que j'étais au Vélodrome, c'était fantastique, avec des grands matchs, notamment le France-Allemagne, la demi-finale. Donc ouais, une sacrée belle expérience et j'ai beaucoup appris, c'est ma première expérience internationale et j'ai beaucoup appris avec l'UEFA, on a beaucoup travaillé avec les caméras et c'est, sans mentir, c'est après cela qu'on a vraiment fait évoluer l'animation à Ornano. Justement, est-ce que tu as des éléments qui viennent en tête immédiatement sur les grandes différences que tu peux avoir entre ce que tu faisais auparavant à la Ligue 1 et des choses qui pourraient figurer dans le cahier des charges de l'UEFA, des contraintes, des modes d'organisation, des procès, je sais pas. Depuis mon expérience, maintenant on travaille quasiment à la minute en avant-match à Ornano, on travaille qu'avec la caméra, on joue beaucoup avec l'écran, l'interaction avec le public. En termes de process... En fait, ce que tu veux dire, c'est quand on regarde ta tablette devant toi, c'est quasiment du topage, c'est ça qu'on dit, quasiment à la minute où tu fais défiler tous tes trucs. Ouais, c'est ça, c'est par séquence, on se voit en avant-match, on se fait débriefer avec l'équipe de régie, et voilà, donc à 19h pile, je prends le micro, je dis bonsoir, donc moi j'attends juste qu'on me dise le top en régie, donc séquence 1, ok, 5, 4, 3, 2, 1, top François, t'y vas, et puis après ils me disent que si je suis hors champ ou pas. Hors caméra, et donc pour chaque séquence c'est comme ça et on se déplace en avant-match et c'est ce qu'on faisait avec l'Euro, c'est ce qu'on a fait ensuite à Malherbe, cette précision en fin de compte dans les séquences et dans la situation de chaque événement où on définit les moments et les lieux où on réalise chaque animation et ça en fait en répétition on le fait avant, on fait les déplacements pour voir si justement le temps nous permet de nous déplacer de la Borélie à la Tribune Normandie pour faire telle ou telle animation. Donc il y a tout ce chemin en fin de compte, ce parcours, ce schéma qu'on fait en avant-match pour savoir où on le fait et comment on se déplace, combien de temps ça va nous prendre. Donc ça implique donc l'organisation des séquences qui parfois est différente. Donc ce genre de choses. La précision en fin de compte dans l'animation et dans l'organisation, ça vraiment je l'ai appris à l'Euro. Justement sur tes prises de parole au micro, donc il y a ce qui est plus évident, l'annonce d'abut, la compo, etc. Et puis il y a effectivement toutes les annonces partenaires ou simplement, c'est peut-être la dimension la plus difficile de ton métier. Enfin je sais pas, les interactions avec le public. Tu fais un petit jeu, tu tombes sur quelqu'un qui bafoue, qui a du mal, tu dois rassurer, enfin ça c'est une partie de ton métier aussi, le jeu à la mi-temps. Oui, c'est vrai. Mais en fait, moi, c'est ce que j'aime, c'est quand je suis arrivé à Ornano, je leur ai dit, moi, je veux qu'on coupe les barrières et qu'on ouvre les barrières et qu'on aille dans la tribune, qu'on aille à la rencontre des gens. C'est ce qu'on fait depuis longtemps avec des fan quiz ou autres jeux, etc. Et les gens aiment ça. Après, c'est une prise de risque pour nous parce que parfois, on a fait des fan cam et on tombe sur caméra. Non, arrête, c'est un Marseillais et on voit pas le maillot et le mec il est face à l'écran, c'est un supporter adverse. Donc oui, c'est des prises de risque, mais en fait, c'est ce qu'on aime dans le métier, c'est ce que les gens aiment, cette interaction. Et nous aiment nous voir dans le public, voir interagir avec eux. Je reviens juste sur l'introduction qu'on avait. On a introduit avec le speaker du Napoli, qui est excellent, j'en doute pas. Je suis jamais allé voir un match. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que souvent, et même quand on parle du speaker, on parle du stade Malherbe, on parle des buts qu'on peut marquer, etc. et les annonces. Mais en fait, c'est le stéréotype de notre métier en fin de compte et ça caricature un peu notre métier parce qu'en fait il y a tout un travail en amont qu'on ne voit pas ou qui n'est pas vraiment mis en avant de 19h à 19h58 qui est un travail monstre en fin de compte. C'est le principal de mon travail et l'annonce des buts, tout cela et l'animation du public avant la rentrée des joueurs,
c'est le plaisir personnel que j'ai, mais c'est minime dans tout le travail qu'il peut y avoir. Comme je disais tout à l'heure, en plus il n'y a pas eu beaucoup de buts cette année. Pierre, donc on reviendra tout à l'heure sur la Coupe du Monde féminine avec toi, François. Pierre, tu l'as évoqué tout à l'heure sur les expériences qui sortent un petit peu du cadre des clubs locaux. Comment est-ce qu'à un moment tu te retrouves invité pour annoncer un événement avec Kobe Bryant pareil, tu as le sentiment, c'est que des effets de réputation pour l'instant pour toi? Bah c'est surtout ça. Bon après le bouche à oreille c'est de la réputation. Ça fonctionne comme ça. Moi j'ai appris il y a quelques temps que comment le champion du monde 98 Bernard Diomède il me connaissait, il parlait avec quelqu'un, il faisait ouais apparemment il y a un speaker en Normandie qui est totalement fou et tout ça. Je fais bon bah c'est super hein. Donc non c'est vraiment le bouche à oreille qui fonctionne. Oui par exemple Kobe ça a été le bouche à oreille, ça a été quelqu'un. Il nous faudrait un speaker pour présenter la finale, parce qu'au début c'était pas du tout prévu que je présente Kobe, c'était au moins présenter la finale. Et ils ont pensé à moi, ils m'ont appelé. Là du coup c'est qui vient te chercher dans ces cas-là? C'était ceux que Nike avait engagés, c'était les prestataires dont j'ai oublié le nom, ouais. Mais que Nike avait engagés. Voilà, ils m'appellent 2 jours avant le truc, ils me disent est-ce que tu es disponible samedi? Je fais bah non, je dois speaker un match N3 pour les PTT. Ils me font c'est pour un événement Nike. Je fais bon ok c'est bon je viens. Voilà un moment voilà faut pas. Et en plus je suivais l'actualité et je fais mais un événement Nike Paris basket. Il y aura Kobe? Ils me font oui. Ah bah oui, bien sûr que je viens du coup. Et du coup, oui, ça s'est fait comme ça. C'est vraiment parce qu'ils ont entendu parler de moi en amont ou parce qu'ils demandent à gauche à droite. Ça, le bouche à oreille va très vite parce que il y a pas énormément de speakers réputés dans le basket. Je crois que dans le foot, oui, si. Si, je pense qu'il y en a et certains les connaissent. On peut donner des noms, mais ouais, voilà. Non, quand je dis énormément, moi je sais que par exemple au basket, les speakers connus en France, allez, on va dire qu'il y en a 6. Ouais. Est-ce que le public peut les citer? En fait, c'est ça le truc. Ah oui, nous on les connaît évidemment. Oui, voilà, nous on va les connaître. Par contre, je pense que à moins qu'on soit vraiment à fond, à fond dans le basket et tout ça, qu'on suivrait énormément le basket, on va pas connaître forcément. Donc, c'est pour ça, je trouve, en tout cas dans le basket, que le bouche à oreille va très vite. Justement, là, vous avez évoqué d'autres speakers. On a rappelé un petit peu le travail du speaker italien, etc. Est-ce que vous avez eu des influences? Enfin, il y a des speakers qui sont internationalement connus. À la limite, même si on n'est pas capable de citer le nom, on va reconnaître la voix. Je pense à la famille Buffer sur les annonces box. Let's get ready to rumble. Bah oui. Tu le fais très très bien. Ouais. Du coup, est-ce que vous bouffez des matchs internationaux? Vous essayez de choper des gimmicks à droite à gauche? Ah bah, de toute façon, moi, en tout cas, de mon côté, il faut forcément s'inspirer des meilleurs sans copier parce que on va en parler, mais c'est ça la particularité du speaker aussi. Faut se différencier des autres. Faut se démarquer. Faut s'inspirer des meilleurs. Moi, je me suis effectivement inspiré de Michael Buffer. En termes de son, je me suis inspiré de ce que je voyais en NBA. Je me suis inspiré des speakers de basket comme Alain Dessène, Jamil Rouissi, Vincent Royer. Mais faut aussi trouver ce petit truc justement pour se démarquer, pour pas faire du copier-coller, pour apporter quelque chose de nouveau. Mais oui, il faut. De toute façon, à un moment, on s'inspire des meilleurs. Après seulement, on peut réussir à trouver sa voie. Mais oui, bah moi effectivement, ça va être beaucoup le sport américain, le basket américain, les speakers américains qui m'influencent. Bah, tu parles justement de trouver les facteurs qui te distinguent d'autres speakers ou ta propre signature. Là, on voit la photo. Les éléments visuels, ta tenue, etc. Tout ça, c'est hyper travaillé à chaque fois. Alors, déjà, le côté nœud papillon vient notamment de Michael Buffer et j'ai eu l'idée d'avoir le nœud papillon de la même couleur que le club. Donc là, c'est par exemple à Mondeville, vu que Mondeville joue en rouge. Donc voilà. Après, moi, j'ai commencé à me démarquer des autres speakers en utilisant un truc qui n'était pas beaucoup utilisé en France. Moi, c'était l'humour. C'était beaucoup l'humour, c'était vraiment faire en sorte que les gens rigolent, que ce soit joueurs, arbitres, officiels, public. Moi, ça a été là-dessus où je me suis démarqué. Mais au départ, il y a effectivement une inspiration américaine, une inspiration sur ce que font les speakers, français. C'est normal de s'inspirer des plus anciens, on va dire.
et t'es un fan de NBA, tu regardes beaucoup ce qui se fait en NBA. La question, bon, elle est un petit peu technique, mais c'est dans quelle mesure l'infrastructure dans laquelle tu travailles va influencer la façon dont tu animes un match. Si on regarde par exemple un match NBA, bon, il y a le Jumbotron qui plane au-dessus de l'aréna, on s'aperçoit que finalement toutes les animations interplay, c'est plutôt de l'animation grand écran, où là on n'entend plus le speaker, c'est pas lui qui va lancer les defense, etc. Est-ce que ça, du coup, tu commences à l'envisager en disant tiens, avec des nouvelles arénas en France, peut-être que ça va limiter mon travail, ou par exemple à l'Asvel, est-ce que la structure de la salle fait que tu as des prises de parole plus ou moins importantes? En fait, effectivement, le côté technique peut jouer. Je sais qu'il y a certaines salles où, et ça c'est génial pour un speaker, où effectivement sur l'écran va apparaître ce que le public doit dire. Et ça c'est génial parce que comme ça, parfois ça nous arrive de lancer des jingles qui sont parfois trop américains et tout ça, et les gens vont pas comprendre, vont pas suivre. Tandis que ça arrive de plus en plus dans le basket européen parce qu'ils sont pas bêtes, ils s'inspirent de la NBA. Voilà, des écrans où on voit quoi faire, où c'est marqué ce qu'on doit dire et tout ça pour faire le maximum de bruit possible. Donc effectivement, l'infrastructure de la salle, de la salle va jouer. Après, encore une fois, voilà, c'est tellement un style différent et ça va dépendre aussi, comme on disait, du public. Si on va dans le nord ou même pour aller plus loin, si on va en Turquie ou en Grèce, un speaker ne sert à rien parce que le public est là. Il y a les fanfares et tout ça, le speaker là par contre il est là vraiment que pour le protocolaire, ça sert à rien d'ambiancer. Si je vais faire un Olympiakos Panathinaikos, déjà je prends une bonne assurance vie avant parce que ils s'aiment pas trop les gars, mais je ne servirai techniquement à rien parce que l'ambiance sera là. Donc effectivement selon les salles, selon l'infrastructure ça peut bouger, mais pour revenir à ce que tu disais, donc effectivement moi je vais m'inspirer des jingles et tout ça, qu'on entend dans les salles américaines. Je parle pas que de foot, je parle pas que de basket, mais aussi de baseball, le football américain. Le truc que je pense que tout le monde connaît, le tin. Voilà. Et ça, effectivement, ça va être des trucs qui vont revenir et qui vont parler notamment au public basket. Parce que le public basket a quand même une culture américaine, vu que la ligue la plus connue au basket est la NBA. Mais pour comprendre comment tu travailles, t'as ton ordi devant toi. Oui. T'as une banque de combien de sons? Non mais Oula. Alors je sais que déjà pour la playlist, pour les musiques qui tournent, j'en ai déjà 500 à peu près. Ouais. Et après pour tout ce qui est petit jingle, ouais, peut-être 500 voire plus et tout ça. Et c'est aussi ça, faut en trouver chaque fois de nouveau. C'est pareil, peut-être qu'on en parlera, mais c'est peut-être la difficulté du speaker, c'est que faut se renouveler parce que quand on entend 50 suites le même speaker, forcément il y a peut-être un moment de lassitude, donc c'est ça, il faut se renouveler. Donc effectivement ma banque sonore, là pareil, cette saison j'ai ajouté une trentaine de sons, une cinquantaine de musiques. Je suis obligé de faire ça, je suis obligé de me renouveler pour que quand je vais au CBC où je suis depuis 5 ans ou à Mondeville depuis 6 ans, qu'ils se disent pas c'est toujours la même chose. Je pense que c'est ça là aussi la difficulté, tu me diras François, mais du speaker, faut trouver quelque chose pour que le public se dise la vache c'est nouveau. Faut toujours être capable de se renouveler et de se différencier. Puisqu'on rentre sur le terrain de se renouveler, la lassitude, les difficultés, etc. Donc on va continuer sur ça. Le CBC relégué, l'USOM relégué, le Stade Malherbe encore relégué. En fin de compte, on peut mettre le handball aussi. Le hand aussi. Non mais en gros, comment est-ce qu'on fait pour animer quand on perd? Voilà, est-ce que du coup on renonce à mettre l'ambiance, on dit il faut encore que je prenne la parole, mais de toute façon c'est mort, et comme je le disais tout à l'heure en introduction, finalement ça peut être plus mal vécu. Comment est-ce qu'on s'adapte à ça, à la fois sur le jour de match, pendant le match, et puis à la fois en gros sur le long terme. Tout à l'heure quand tu prendras la parole François, quand on arrive alors c'est encore jouable à la 38e journée, mais quand on est 36e, 37e, etc. Tu veux commencer Pierre? Alors effectivement, de toute façon déjà de base bien sûr que c'est plus compliqué, ça va dépendre encore une fois du public. Par exemple Mondeville, on voyait que c'était qu'elles arrivaient quand même à bien jouer, qu'elles faisaient tout leur possible, donc forcément le public, qui n'est pas toujours facile à bouger, mais le public
pouvait pas les siffler ou pouvait pas. Mais effectivement, ça va être beaucoup plus compliqué, surtout quand les défaites s'enchaînent, quoi. Par contre, ça veut dire que le jour où il y a une victoire, alors là, c'est l'explosion de joie. CBC, par contre, et là, c'est un peu un échec pour le speaker. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. CBC, ce qui était compliqué, c'est qu'on nous avait promis la lune avec le CBC. Autant Mondeville, on savait que ça allait être compliqué, mais le CBC, on nous avait promis une superbe saison. Et ça a été catastrophique. Et là, le public, c'est arrivé, il y a eu 2 matchs où l'équipe jouait très mal et le public a sifflé. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça et je pense que ça s'est vu. T'es monté au créneau, enfin, quand t'avais fait une vidéo Oui, j'avais fait une vidéo pour dire voilà que ça, déjà pour être plus posé, parce que ça m'était arrivé quelques années auparavant, j'avais fait une bourde comme comme Max au Stade de France, mais une bourde beaucoup plus volontaire. C'est le public était parti avant la fin parce que alors que bon, il y avait quoi, 4 points d'écart, 6 points d'écart à 2 minutes. Pour moi, ça reste jouable. Et je vois le public quand même partir en masse avant la fin. Et là, les joueurs s'étaient vraiment donnés à fond et je l'avais très mal pris. Et j'ai eu la brillante idée de dire au micro à la fin du match, merci à tous ceux qui sont restés au bout. Et si vous connaissez ceux qui sont partis avant, vous pouvez leur dire que ce n'est pas la peine de revenir. C'était pas une bonne idée. C'était pas là, voilà, quand il y a là les dirigeants et tout ça, ils ont fait purée, mais il a dit quoi? Donc je me suis excusé après sur Facebook. Donc au final, ça m'a fait un gros coup de pub. Donc c'était une bonne idée. mais non, voilà. En fait, c'est moi effectivement. Souvent, quand je speak pour une équipe, j'aime cette équipe. Et du coup, quand elle perd et que le public réagit pas, effectivement, le métier devient plus compliqué. Moi, quand il y a des défaites et tout ça, j'essaie justement de compenser par les animations, par l'humour, faire des choses à côté du match qui ont plus grand chose à voir avec le match, mais quand va y avoir un temps mort, va y avoir, je vais jouer un peu sur l'humour et tout ça, pour qu'on essaye de penser à autre chose. Mais effectivement, on peut être le meilleur speaker du monde. Si on se prend 20 points ou si on se prend un 3-0, on peut pas faire grand chose, hein, on reste impuissant. Justement, toi, François, tu peux pas te permettre de dire qu'il y a des footix dans le stade. Non. Mais du coup, la fin de saison dernière, comment est-ce que tu l'avais... Alors toi, en plus, c'est encore plus difficile parce que tu es un fan de Chokunte et tu rêves d'annoncer un but de Chokunte. Donc, ouais, et pour la blague, avec des amis supporters, j'avais annoncé cette année que s'il marquait 12 buts sur ma belle voiture, ma Toyota Yaris, je mettais une grande flamme de kéké. Bon, bref. Mais oui, une fin de saison difficile, mais en fait, moi je me dis que jour de match, si les gens viennent au stade, c'est qu'ils y croient encore. Ils croient encore et ils veulent passer un bon moment et ils veulent voir un bon match. Donc pour ce qui est de l'avant-match, en fait, c'est presque comme un autre. Je demande si ça va, ils répondent ou pas. Évidemment, ils répondent un peu moins que face à un derby face à Le Havre. Mais voilà, ce jour de... Après, en amont, il y a des réflexions qu'on a avec ma collègue Elodie du Stade Malherbe. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce que vraiment ça vaut la peine de faire entrer les joueurs par l'esplanade pour leur arrivée? Évidemment, il y a plein de réflexions parce qu'on est tributaire d'une rencontre sportive, de résultats et d'une bonne santé sportive. Mais je me dis que voilà, le public qui est là chaque jour de match, même s'ils sont 5 000 ou 16 000, on se doit de les respecter, de leur offrir une prestation qu'on offrirait à n'importe quel autre public, même si l'engouement n'y est pas, mais on se donne à fond malgré tout. Après, il y a une difficulté, c'est dans le match, si quand perd 3-0, il marque un but. Évidemment, tu ne l'annonces pas de la même façon que s'ils égalisent à 3-3 ou à 1 partout. Donc, c'est drôle parce que on parle d'émotion depuis tout à l'heure et je crois que c'est dans ton intro. Il y a une émotion qui se partage entre le public et nous et parfois on vit la même. Moi, je me souviens l'année dernière, quand Paris Saint-Germain, ouvre le score contre le Paris Saint-Germain, j'étais complètement dingue, j'étais un supporter au bord du terrain et puis je me suis amusé à annoncer ce que je n'avais fait dans l'anneau, c'est j'ai donné le buteur et puis j'ai fait score quand de Paris 0. Bon, ils auront égalisé au bout de 3 minutes. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une véritable émotion on vit la même chose en fait. Et c'est aussi notre difficulté. C'est-à-dire qu'on doit aussi parfois se calmer, se poser parce qu'on est garant d'une certaine sécurité aussi dans le stade et pouvoir annoncer des choses de façon neutre. Donc voilà, il faut aussi trouver sa place entre cette émotion et cette neutralité. Justement, on a évoqué l'avant-match et tu as bien insisté sur le fait que c'était le gros de ton travail parce que finalement tu as 1 heure micro en main à faire monter le truc. On vient de parler de qu'est-ce qui se passe pendant le match, comment tu t'adaptes, etc. Puis il y a le tout de suite après, c'est
Alors il y a l'annonce, le prochain truc. Ouais, alors après là c'est important, là on est vraiment dans... Bah, évidemment si le Stade Malherbe gagne, eh bien on profite de ce moment avec les supporters, la communion, on les applaudit, on espère que le public va rester le plus possible, et c'est des belles images et c'est chouette. Et puis ensuite, bah, là il faut faire sortir 20 000 personnes dans d'un stade. Donc du coup là c'est des annonces claires, précises, si jamais il en faut, des annonces sécurité. Et puis Ça c'est règlement LFP par exemple, le speaker à la fin du match doit dire non, mais pour certains matchs, voilà, on me dit François reste sur le bord du terrain le plus possible parce que voilà, il y a des supporters adverses, parfois ça peut être un peu chaud, donc si jamais les supporters du Menka restent, pas comme l'année dernière, ils sont restés plusieurs fois après match, voulant avoir des réponses de la direction, donc là on était au bord du tunnel. Qu'est-ce que je dis? Donc j'attendais la directive en fin de compte, parce qu'en fait on est juste aussi moi je réponds aux ordres à ce moment-là, quoi. Si on me dit je dois dire ça, merci, bonsoir, quittez le stade, ou alors attendez, il y a le dirigeant qui va venir parler, etc. Donc parfois c'était un peu bizarre en fin de match, mais donc on est là en fin de compte à la fin du match pour assurer une certaine sécurité et garantir une sortie du stade dans le calme en fait. Et tu débriefes quasiment chaque match avec l'équipe ou... On s'envoie soit on s'échange des choses en régie après le match, ou alors ça se fait par mail après, ou à la prochaine réunion en préparation du prochain match. Là on en fait beaucoup en début de saison parce que c'est le début et on a mis en place de nouvelles choses, donc est-ce que ça a marché? On revoit des images, on débrief pour ça, quoi. Alors toi Pierre, tu vas rentrer dans le vif de la saison prochainement, et ça va devenir une grosse contrainte, un défi logistique en tout cas. Une semaine de basket pour toi, ça va être quoi, qu'on se rende un petit peu compte? Bah, techniquement ce sera, je pense, aux alentours du mardi, je me rendrai à Lyon. Ouais. Donc pour animer les matchs d'Euroleague masculine et ou féminine, parce que ce sera même possible que pendant la semaine j'ai 3 matchs, mardi, mercredi, jeudi. Je reprendrai l'avion le vendredi pour fréquemment animer le CBC. Ouais. Et le samedi, j'aurai Mondeville. Donc voilà, c'est comme ça que ça va s'articuler, en sachant qu'à côté, je fais un peu aussi de journalisme, donc il y aura de ça aussi. Donc c'est comme ça que ça va s'articuler. Ça va être en semaine plutôt Lyon, quasiment toutes les semaines, et les week-ends, soit Mondeville, soit le CBC, peut-être parfois les deux, et quelquefois j'irai peut-être à la SPTT, au Camp Nord, à IF, à la glacerie, beaucoup plus occasionnellement. Donc oui, ça va être un défi logistique parce que ce sera soit le train, soit l'avion. Je croise les doigts pour l'avion, pour que ça prenne un peu moins de temps. Mais voilà, il y a tout ça organisé. Là, je vais beaucoup bouger et tout ça. Et c'est une fatigue aussi. Hein. C'est forcément quand l'année dernière, je faisais les 4 heures pour aller à Bourges et les 4 heures pour en revenir. C'est une fatigue aussi. Il faut se préparer à ça aussi, arriver le plus tôt possible, quitte pour déjà pour bien s'installer. Quitte à faire une sieste parfois, parce que quand on a 4 heures de route dans les pattes, faut pouvoir se préparer. Donc oui, il y a un défi logistique aussi. Si justement tu as arrêté Bourges donc à la fin de la saison, c'est parce que logistiquement c'était plus tenable de faire tout, parce que finalement t'étais soumis à une exclusivité avec l'Asvel? C'est plutôt la deuxième proposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lendemain du test face à l'Asvel, j'allais spiquer à Bourges. Bourges qui jouait une demi-finale de Coupe de France face à l'Asvel féminin. Donc voilà, déjà un peu compliqué. Et je sais pas, peut-être juste avant le match pour me déstabiliser, je reçois un appel à 17h. Je suis à Bourges qui est ravi pour moi que ça s'est bien passé à l'Asvel. Et je reçois un appel à 17h de Tony Parker, qui me dit par contre c'est très bien, hein, c'est franchement très... mais tu ne pourras pas faire Lyon et Bourges. Tu peux regarder ce que tu veux en Normandie, mais Lyon et Bourges non, parce que l'Asvel féminin est récemment champion de France, veut arriver au niveau de Bourges en termes de palmarès, et du coup les voit comme des concurrents. Et du coup, ils peuvent pas se permettre que le speaker, ce que je comprends aussi. Ça m'a fait très mal parce que j'étais très attaché à Bourges. Au moment où j'ai appris la nouvelle, juste avant le match, j'ai eu besoin de 2 bières pour. Ah mince, ça tourne. J'ai besoin de 2 bières pour faire passer un peu la pilule. Mais voilà, et après, pendant un mois, il a fallu... j'ai très mal dormi pendant un mois. Il fallait faire un choix. C'était un peu le choix du cœur, qui était Bourges, où je m'entendais comme pas possible. C'était vraiment la famille.
et Lyon qui pouvait m'ouvrir des voies sur l'animation. Justement, là t'évoques l'avenir. J'ai cru lire dans une interview que tu songes à Paris 2024 par exemple. Bah oui, je pense que de toute façon ça doit être un des objectifs de la plupart des speakers. Là, va y avoir un énorme événement. Parce que les Jeux Olympiques, je pense que même ceux qui ne suivent pas le sport regardent parfois quand ça passe. Les Jeux Olympiques, ça va être énorme. Donc oui, Paris 2024, il y aura des possibilités, notamment en basket, puisqu'il n'y aura pas que le basket, on va dire, classique 5-5, il y aura aussi le basket 3-3 en nouvelle discipline qui arrive dès l'année prochaine à Tokyo. Donc il va y avoir plein d'opportunités. Et oui, j'espère vraiment pouvoir faire partie de cette aventure, pouvoir me dire un jour, oui, j'ai fait les Jeux Olympiques et je pense qu'il y a beaucoup de speakers, François, tu me confirmeras ou non, mais qui aimeraient participer à cet événement qui, je le pense, sera grandiose. Bah justement, toi François, tu as fait une Coupe du Monde ? Oui, Coupe du Monde féminine. Ouais, t'as fait une Coupe du Monde, mais c'était au Havre. Finalement, qu'est-ce qui l'emporte d'avoir fait une Coupe du Monde beaucoup charriage, comme on disait, prends ton masque à gaz quand tu passes le pont. Non, c'était une belle Coupe du Monde, c'était un bel événement. Et alors, je vais vous confier une frustration parce que quand je disais tout à l'heure que en tant que speaker, en fait, tu assumes toute l'animation, tout ce qui peut se passer en avant-match, c'est toi qui l'assumes aux yeux du public parce que c'est toi là, t'es la vitrine, c'est toi. Et donc voilà, donc s'il y a un problème, on vient vers toi. Et en fait, j'avais très peu de liberté à la Coupe du Monde féminine. Très peu de liberté, et j'étais pas trop d'accord dans les choix d'animation qui ont pu être faits en avant-match. Je le trouvais l'avant-match pas assez rythmé à mon goût, etc. Enfin, là, pour le coup, je veux dire, tu as un cahier des charges de la FIFA. Ouais, et là, c'est pareil. Mais à l'inverse du Stade Malherbe, évidemment, on travaille pas ensemble en avant-match pour définir des choses, ou une semaine avant, ou 2 semaines avant. On nous dit, voilà, telle animation, c'est ça, à telle heure, etc. Mais c'était moins précis qu'au Stade Malherbe. Enfin, j'ai passé une très belle Coupe du Monde, mais vous voyez, quand je parle de vitrine, j'ai eu des remarques sur Twitter ou sur Facebook, notamment de supporters qui étaient là, notamment des supporters avrés peut-être, mais c'est de bonne guerre, qui disaient oui, j'ai assisté à un match, c'était pourri, le speaker et tout, il faisait référence à quelque chose, je sais plus quoi, mais oui, je l'assumais parce que je le faisais, mais en fin de compte, c'était pas moi qui avais pris la décision de le faire, donc c'est un peu frustrant. C'était une belle Coupe du Monde, le public était génial, c'est un public facile à animer évidemment comme dans toute Coupe du Monde, ou que ça peut être Coupe de France avec Granville au Stade d'Ornano, ou l'Euro ou la Coupe du Monde, c'est des gens qui sont déguisés, c'est la fête quoi. Alors, tu leur demandes si ça va, ils crient et c'est génial. Donc, et là ça se passe comment ? T'es auditionné par le comité d'organisation ou là c'était pareil. Et là on a passé pour la première fois avec l'association la SMC, l'association des speakers et maîtres de cérémonie européenne. Qui a été créé après l'Euro en fait par le speaker de Saint-Etienne, et du coup en fait la SMC elle dit écoutez, nous on a un sac de speakers là, vous pouvez vous en servir, donc ma candidature je l'ai envoyée à l'association qui elle a fait le lien avec la FIFA. Donc c'est un travail différent de l'UEFA. Si j'avais à choisir, je préférais mon expérience à l'Euro. On est à 1 heure de conférence, ça vous a inspiré des questions, des remarques pour l'instant, ou tout est clair ? Allez. Ouais, non pas les conflits, on les évite. Enfin, ce serait quand même dommage que le speaker en arrive à un conflit avec les supporters adverses. Mais ouais, on évite évidemment l'approche de supporters adverses. Et je me souviens de ce match-là, à la mi-temps, jeu avec les enfants, le challenge des enfants, des équipes là. Et t'as un jeune qui marque. Il soulève son maillot devant la MNK avec le maillot de Marseille. Donc, et c'est une belle blague. On en arrive, même peut-être pas sur le coup, mais en fin de compte, ça peut être risqué en fin de compte dans un stade de foot. Surtout que je pense que Marseille menait au score à la mi-temps. Il faut s'imaginer quoi, des supporters marseillais face au MNK. Bon, c'est un jeune qui fait ça, mais ça aurait pu déborder. Donc, t'as toute l'équipe de la sécurité qui était sur le qui-vive, etc. Donc oui, on évite en fait l'interaction, comme je disais tout à l'heure. Si on voit dans les tribunes, là, on est bien vigilant et en briefing, on le dit à la caméraman, etc. Attention, on prend pas de supporters marseillais, on fait pas ça avec les supporters marseillais. Et puis même des fois, c'est bête. Hein, je trouve ça un peu
un peu drastique, mais c'est une règle qu'on se donne. On passe pas devant le parkage adverse avec la mascotte, par exemple. Donc, la mascotte qui, pour l'anecdote, a failli se retrouver dans le parkage havrais, là au dernier match, parce que lui aussi avait des problèmes de liaison. Il était perdu dans le stade, il s'est retrouvé à la porte de la tribune. Il pensait que c'était une autre tribune, et il est rentré, puis il a vu les supporters havrais, il a reculé, il commençait à se faire huer, et en plus se faire déchiqueter dans la cage. Enfin. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais oui, on est extrêmement vigilant. Ouais, bah après ça Non, après je peux pas tout non plus contrôler ce que disent les supporters, quoi. Après. D'autres questions? Ça veut dire que en fait, vous êtes speaker pour un club, l'autre vous dites rien. S'il y a un but de l'autre équipe, vous dites rien. Si, alors je pense pas que ce soit le cas pour Pierre, il vous le dira, mais nous en tant que speaker au foot, dès que le coup d'envoi est donné, on est neutre, sauf sur l'ouverture d'un but, du score de ton équipe, l'équipe à domicile, où là, en fait on annonce le but. En fait, c'est tout est dans la subtilité en fin de compte. Le but est annoncé, mais avec plus d'enthousiasme. Mais par contre, oui, on est neutre. C'est-à-dire que je peux pas prendre. Moi, je me souviens l'année dernière, il y a un joueur du Stade Malherbe sur le banc. Et il y avait une grande tension, Malherbe devait égaliser pour récolter un point. On vient me voir, mais là, bouge le stade et tout, allez, parle, etc., fais-les lever. Mais je peux pas, il y a le délégué à côté. Si je parle, je suis mort, là, on se prend une amende par la Ligue, enfin c'est hyper strict. Donc moi, je dois rester neutre, je peux pas haranguer la foule en disant, allez, tout le monde debout, j'adorerais le faire. Et il reste 3 minutes, allez, tout le monde debout, etc., on tape dans les mains. Une fois, je crois, j'ai dû le faire en 5 saisons. J'ai annoncé le temps additionnel, je faisais 4 minutes minimum. Allez, tout le monde debout pour les 4 dernières minutes. Les gens se sont levés, le délégué s'est levé aussi. Il m'a dit non, on refait plus ça, quoi. Donc non, on est neutre en fin de compte. Ah, mais bon, là, tu commences à haranguer la foule et là, on connaît le monde du football et ça peut non pas être dangereux, on exagère, mais quand on s'adresse à un public marseillais, etc., c'est chaud, quoi. Donc voilà, si tu commences à charrier le public adverse, c'est un peu chaud. Naturel d'être fou. Oui. Non, mais non. T'inquiète pas, hein, j'ai déjà, oui, de base un petit grain, donc ça m'aide beaucoup, ça m'aide beaucoup dans mon métier. Et effectivement, je le force pas, quoi. C'est parce que je suis vraiment un passionné. Moi, quand je suis devant un match de basket ou de foot, je vis vraiment les trucs à cœur. Si vous regardez l'Euro de basket 2015 qu'on perd en demi-finale face à l'Espagne, à un moment les caméras font les tours des trucs et vous voyez un grand truc totalement en pleurs écroulé parce qu'on a encore perdu face à ces d'Espagnols. Mais donc oui, c'est pas, en fait, je force pas du tout ce côté-là. C'est vraiment, à un moment, je me dis, ouais, je vais au milieu du terrain et je fais l'abruti et je fais le fou. Et effectivement, il y a parfois des mecs qui me regardent en me disant, mais il est totalement barré. À un moment, j'avais fait une animation avec les Harlem Globetrotters. Normal, je devais juste faire le traducteur. Sauf qu'au final, les Harlem Globetrotters sont venus jouer avec moi parce qu'ils sentaient que j'avais apparemment un pet au casque. Et du coup, bah, voilà, c'est pas du tout quelque chose que je force. Alors maintenant, il y a parfois, je vais pas dire que je le force, mais je suis obligé de faire le fou parce que c'est devenu mon identité. Mais non, si à un moment je me dis, là, je vais faire le tour du terrain sur la musique de Benny Hill, oui, je me pose même pas la question, genre, est-ce que je vais pas me taper la honte? Qu'est-ce que je m'en fous? C'est vrai, c'est naturel, ça me vient vraiment comme ça. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que voilà, bah, toi, t'as pas le droit t'es obligé d'être neutre pendant le jeu. Moi, alors, c'est marqué normalement qu'on doit être neutre, mais qu'on a le droit d'un surplus d'enthousiasme. C'est ça, faut savoir jouer avec la ligne rouge, parfois mettre un pied au-delà de la ligne rouge. Faut bien sûr, si j'annonce l'équipe adverse en faisant le numéro 5 a marqué 2 points, là on va venir m'enguirlander. Ça va dépendre des arbitres. Ça va dépendre alors toi c'est le délégué, c'est les commissaires. Moi j'ai parfois des commissaires qui m'adorent et qui me laissent un peu faire tout ce que je veux. Par contre, une fois en Euroleague, je suis tombé sur, c'est cliché, mais un commissaire anglais qui s'était pointé à 8h du matin pour mesurer toutes les pubs sur le terrain et qui me dit non, je veux 0 musique, je veux rien, sinon c'est 3 000 € d'amende. Ah, donc en fait ça va vraiment dépendre
du contexte, du commissaire, de quel championnat pour lequel on se pique, parce que chez les garçons, j'ai le droit de mettre la musique jusqu'à 20 secondes de possession. Chez les filles, c'est limite milieu de terrain, j'arrête tout, quoi. Il y a quand même plein de règles aussi, mais effectivement, c'est vrai que moi j'ai le droit de dire tout le monde debout et tout ça. Je peux même jouer davantage. Moi, je peux jouer un peu avec les supporters adverses. Voilà, je vais faire les supporters est-ce que vous êtes là? Je peux faire ça pendant le match. Et si on a un fair play, si les supporters adverses sentent qu'on annonce quand même le nom de leur équipe de façon... moi, quand il y a un dunk impressionnant, je dis « Et le dunk quand même !» Mais s'ils sentent quand même qu'on se moque pas d'eux, ça se passe plutôt bien. Bon, il y a toujours des cases bonbons, mais ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que voilà, moi, je dois avoir une neutralité, mais je peux avoir le surplus d'enthousiasme. C'est vrai que l'approche est différente quand ça reste un public qui est moins enthousiaste. Forcément, parce qu'on ne va pas tomber dans le ridicule non plus, quoi. On s'amuse avec un sonomètre depuis l'année dernière, on mesure la ferveur des supporters en leur demandant de faire le plus de bruit. Là cette année on l'a pas vraiment fait par tribune parce que voilà, c'est la tribune, il y a 2000 personnes, donc du coup on choisit les animations qu'on décide de faire un avant-match par rapport au nombre de personnes. Moi je demande souvent à Elodie, alors j'arrive au stade, je fais quelle est l'affluence prévue pour le match, et elle me dit là on sera 12 000, bon ok, la tribune là est fermée et tout, on s'adapte, on adapte cela, nos animations aussi au nombre de personnes dans le public et également l'actualité du club, sportive et autres, quoi. Avant de céder la parole à Raphaël, tu évoques les animations avec les caméras, etc. Alors on tombe souvent dans le cliché du copier-coller de ce qui se fait aux États-Unis. Est-ce que de ton point de vue, culturellement, il y a des trucs qu'on peut pas faire, les kiss cam, etc. Et en même temps, on a aussi le sentiment qu'à Caen, il y a peut-être moyen aussi de faire un peu plus sur le retour vidéo grand écran. Ouais, totalement. Et c'est d'ailleurs là, on travaille avec une nouvelle équipe technique qui travaille justement sur le visuel. Si vous allez souvent dans l'anneau, vous allez voir le fan quiz. Là, maintenant, il est habillé face caméra, on a mis un pupitre, on a fait ce genre de choses visuellement. Après, on en revient à la question de l'influence. Par exemple, à l'Euro, on jouait beaucoup avec la caméra. La kiss cam, on l'a faite, évidemment, mais elle était faite en NBA depuis les années 90. Et du coup, moi, c'est intéressant d'apporter ces choses-là à Dornano, mais je veux pas en faire du mimétisme. Donc du coup, oui, la kiss cam, on l'a ramené, mais on n'a pas fait une kiss cam, on a fait une fan cam, où là, c'est différent. On demande une célébration des supporters sur un but du Stade Malherbe, ce genre de choses. Donc ouais, carrément. Moi, je suis à l'écoute de tout ce qui se passe. Je suis allé à Lyon voir un match de Coupe d'Europe, et je vais souvent, bien plus tôt, en fin de compte, je suis les premiers dans le stade pour voir justement comment se comporte le speaker. Et donc l'idée, c'est de prendre des idées à droite à gauche, mais sans tomber dans le mimétisme. Et d'ailleurs, les supporters n'aiment pas ça en fin de compte. Quand je parle au MNK, ils me disent mais non, on fait pas ça, on fait ça ailleurs, etc. Comme beaucoup sont venus vers moi l'année dernière parce que ça fait le buzz avec des vidéos du speaker de Strasbourg qui fait justement donne le score. Et dit merci après. Et moi je réfléchissais à ça et je me suis dit comment je pourrais amener l'annonce du but différente. Elle est quand même différente des autres stades parce qu'on commence par un stade Malherbe, donc du coup c'est chouette, les gens disent Malherbe avant de dire le nom du joueur. Et donc du coup voilà, annoncer différemment, de façon originale, mais sans tomber dans le mimétisme et dans des choses qui marchent mais qui sont faites dans de nombreux stades. Moi ça m'intéresse pas. Non, alors Pierre, je te laisserai répondre. Non, je pense pas parce que, en fait, je crois la première chose, ce qui est pour être speaker à Dornano, par exemple, il faut connaître l'animation en fait. En fait, tu peux être animateur, bon animateur, être speaker dans un stade sans regarder aucun match de football et sans avoir une culture foot. Alors je pense qu'il faut l'avoir un minimum pour bien comprendre le public qui est en face de toi, mais en fait tu peux animer un stade et une foule. Moi j'ai fait la Fed Cup, la demi-finale de Fed Cup à Rouen.
Le tennis, j'aime bien, je regarde de temps en temps, mais je regarde pas tous les jours. Je suis pas un fan et j'ai dû regarder le palmarès de chaque joueuse pour comprendre qui était face à moi. Donc, et ça s'est bien passé. Donc, je veux dire, tu peux être bon animateur dans un stade sans forcément avoir cette culture du sport en question. Et est-ce qu'il y a un profil particulier ? Moi, je pense que la première des choses, c'est de savoir parler dans un micro, poser sa voix, qui techniquement qui arrive au fil des ans. Et puis moi, ça arrive plus vite parce que je fais de la radio, mais enfin, il y a des petits trucs techniques, je pense, à avoir, mais ça s'apprend. En fait, c'est un métier comme tous. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas une personnalité à avoir, c'est pas inné, quoi. Franchement. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Bon, effectivement, si on est très timide et qu'on n'ose pas parler devant 20 personnes, devant 10 000, ça va être un peu plus compliqué. Mais oui, non, je pense pas, voilà, il y a pas effectivement, comme tu as dit, il y a pas de personnalité, faut pas forcément le grain de folie, il faut pas forcément le sérieux. Il y a autant de speakers qu'il y a de styles de speakers, je pense. Après, voilà, il y a pas. Après, pareil, en termes de formation, il n'y a pas vraiment une formation particulière. Moi, par exemple, j'ai pas du tout fait de formation speaker et tout ça. Moi, je voulais travailler dans le journalisme. Alors, on peut penser que c'est un peu lié, mais il n'y a pas vraiment. Ça va peut-être un jour arriver. Peut-être qu'il y aura des écoles de speakers, mais non, il n'y a pas de profil particulier. Bon, si effectivement, si on est timide et qu'on n'ose pas parler devant 3 personnes, ça va être dur. ça va être dur. Mais moi, à la base, j'étais un peu timide et tout ça. J'aurais jamais imaginé animer devant 2000, 3000, 5000, voire 15 000 personnes. Mais voilà, suffit de se lancer, suffit d'avoir son style, de rester soi-même. Moi, voilà, effectivement, il n'y a pas de profil en particulier. Ils sont pas tous comme le speaker de Naples, ils sont pas tous comme François, ils sont pas tous comme moi, heureusement. Mais voilà, non, il n'y a pas forcément de profil. Alors, moi, je vais vous soumettre ma dernière question. Après, vous avez la liberté d'y répondre ou pas, mais comme on est dans une formation management, je vous la pose. Bon, c'est très très simple. C'est votre statut, parce que tu bosses dans le journalisme, t'es animateur radio, et même si vous voulez pas donner un chiffre précis, peut-être une fourchette, j'imagine que vous n'êtes pas salarié, vous êtes à la presta. Si vous pouvez, si vous pouvez pas, c'est pas grave, mais au moins j'aurais posé la question, quoi. Tu commences. Donc mon statut est auto-entrepreneur. En effet, je suis salarié de Radio France à temps plein et je suis auto-entrepreneur pour mes différentes prestations à côté, dont celle du Stade Malherbe. Pour ce qui est du prix, alors je sais pas si j'ai envie de le dévoiler, même ce qui me dérange pas. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute une réflexion sur le salariat et sur en fait, ce que tu touches à la fin du mois. Moi, on me dit souvent, tu dois bien gagner à la radio. En fait, non, tu gagnes pas beaucoup à la radio. Enfin, tu touches 1 500 € par mois et basta. Mais en fait, si tu arrives à avoir un salaire qui te permet de vivre et tu prends du plaisir chaque jour en allant au boulot, c'est le principal. En fait, tu t'en fiches de gagner 3 000 €. Alors, et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est surtout la passion qui m'amène au Stade d'Ornano et au Stade Malherbe. Et franchement, si j'allais pour l'argent, j'irais pas en fait, parce que je dis pas que c'est mal payé, mais en fait, c'est quelques centaines d'euros par match brut. Ouais, on bosse, on est mobilisé toute une journée pour un match, on a des réunions d'avant, on prépare les choses, etc. Donc ça demande du temps, mais je les compte pas parce que c'est de la passion et ils le savent. En fait, c'est une entreprise, le Stade Malherbe, et comme tout autre, quand ils t'embauchent, ils savent que pour ce job-là, tu vas avec passion. Donc ils vont pas aller, tu négocies pas ton salaire. Tu dis ok, je prends, laisse pas le job. Moi, enfin, c'est comme de l'auto-entrepreneuriat. Moi, c'est une SASU. Donc voilà, j'ai créé ma SASU il y a quelques années, histoire les clubs sont un peu plus sécurisés. Elle préfère payer une SASU qu'une personne. Après, en termes, les salaires, je veux dire, ce qu'on gagne par mois va tellement varier. Par exemple, moi, en juillet-août, je gagne pas beaucoup parce qu'en juillet et août il y a pas de compétition. tout simplement, il y a pas de match et tout ça, donc faut parfois trouver des petits événements annexes, mais ça va tellement varier d'un mois à l'autre. S'il y a beaucoup de matchs, si on me demande pour des événements à côté, parce que suffit qu'on me demande de faire un événement comme ça du jour au lendemain et bam, ça fait 500 € en plus. Et voilà, là c'est pas du tout le même mois, quoi. Donc ça peut varier, il y a des mois où j'ai gagné, je crois que l'année dernière, il y a des mois où j'ai gagné peut-être 800, 900 dans le mois, ce qui est pas énorme, mais il y a des mois où cette année, ça peut peut-être grimper à 2500, 3000. Ça peut. Mais c'est vrai que c'est un métier qui tire quand même, au niveau salaire, ça tire un tout petit peu vers le bas. Moi, je le vois quand on est sur un groupe WhatsApp, bref, avec les autres speakers de la SMC, qui eux, comme toi, travaillent au quotidien et qui travaillent par leurs prestations, etc., pour les différents événements. Et des fois, on parle de salaire et tout par message, et puis
puis les organisateurs ont du mal à sortir. Juste pour intervenir, je pense que typiquement il doit jouer un petit peu sur le côté métier passion. La rumeur dit que le speaker de Naples il fait ça pour le plaisir. Bah oui, c'est ça. Donc il vous tient par ça et puis voilà, il vous donne généralement en fait. Pour une prestation, non pas dans le sport, mais une toute autre prestation d'animation, d'événement, on tourne autour de 500 à 600 euros la journée. C'est un peu ça. C'est une fourchette. Mais c'est pas énorme. Enfin, je considère que c'est pas énorme parce que on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a une visibilité, il y a une responsabilité, il y a pas mal de choses et je trouve pas ça énorme. Mais donc voilà, et donc en fait je le vois par mes confrères, ça tire un peu vers le bas, ils ont du mal des fois et alors on dit non, si t'acceptes, les gens vont devoir accepter après et tout, donc il faut qu'on maintienne un certain niveau d'exigence en fin de compte et aussi au niveau salarial. Ah, d'accord, tu veux dire, d'accord, si le speaker est bon, intéressant, est-ce que... Je pense que... On n'a jamais su le quantifier, je pense. Après... Oui, je pense. On parlait de Bourges, je sais que j'en parlais, je disais mais arrêtez d'être sympa avec moi, mais Bourges, souvent quand j'allais à un match, il me mettait en avant, il publiait un truc en disant ouais, Pierre sera là, et je disais mais arrêtez, c'est gentil, mais ils font non mais on t'aime bien mais on fait pas ça pour toi. C'est juste qu'il y en a certains qui viennent parce qu'ils savent qu'il y aura une bonne ambiance. Donc effectivement, moi je sais que moi on m'avait dit qu'il y avait des partenaires à Bourges qui faisaient oh là j'ai des places ce soir, mais la flemme d'y aller. Oh c'est Pierre, ouais on y va. et ça bon déjà c'est hyper flatteur, mais effectivement je pense que forcément qui dit bon speaker dit, encore une fois on parlait tout à l'heure, il n'y a pas que des fans de basket, il n'y a pas que des fans de sport, il peut y avoir aussi la famille lambda, et la famille lambda si elle passe un bon moment, forcément elle va avoir envie de revenir. Donc effectivement je pense que comme tu dis ça c'est pas forcément quantifiable, mais s'il y a un bon speaker, si l'ambiance est bonne, forcément, c'est comme tout, si on passe un bon moment. Alors, c'est deux aspects différents de notre métier, vous l'avez remarqué. Et pour moi, non. Enfin, on va se le dire là, non. Les gens ne viennent pas pour moi et heureusement, dans le stade, ils viennent pour l'équipe. Mais je serais ravi qu'un jour, les gens me disent hey, j'arrive à 19h30 parce que j'adore ce que tu fais à partir de ce temps-là et puis j'adore crier avec toi les joueurs lors des compos, etc., etc. Je serais ravi qu'on me dise ça serait une belle réussite et une fierté. Mais, mais non, les gens ne viennent pas pour moi. Donc voilà, s'achève la première conférence. J'espère que le format un petit peu échange, etc. vous a plu. On va remercier encore une fois François et Pierre pour le temps consacré. C'était vraiment remarquable. Et puis j'imagine que du coup vous avez pu apprendre pas mal de choses à la fois sur leur métier, leur rôle dans le cadre d'une fan expérience, et puis plein de petites ficelles du métier qui vont vous aider à regarder différemment un petit peu un spectacle sportif. Merci encore à vous messieurs. Puis bonne fin de semaine à tout le monde alors. Merci. T'as vu, on n'a rien à dire, ils applaudissent direct, tu vois. T'as vu